Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Live du projet, le rendez-vous mensuel des socialistes que nous vous proposons de dérouler jusqu'au mois de juin prochain. Pendant 6 mois, nous aborderons 6 grands thèmes. Le mois dernier, nous avons parlé du travail et de l'emploi. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la question de la santé. Cette émission a pour objectif de vous dévoiler nos pistes de réflexion et les premières propositions que les socialistes veulent injecter sur la place publique pour agiter le débat à gauche. Nous avons déjà sollicité votre participation à travers différents sondages publiés sur les réseaux sociaux cette semaine et nous continuerons à le faire ce soir. Vous aurez ainsi la possibilité de poser vos questions en utilisant les réseaux sociaux de l'émission avec les hashtags live du projet et RDV 2022 sur Twitter et en commentaire sur Facebook et YouTube. Notre soirée sera organisée en 3 plateaux avec des intervenants que nous vous présenterons au fur et à mesure. Néanmoins, je vous le dis dès maintenant, nous serons accompagnés par Claude Pigement, gastro-entérologue et hépatologue, un praticien très au fait des débats qui traversent le monde de la santé. Il partagera son regard avec nous tout au long du live du projet. Enfin, restez avec nous jusqu'au bout car, en conclusion, nous aurons le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, et Boris Vallaud, qui est en charge du projet. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, un détour par le zapping. Aujourd'hui, l'espérance de vie des Français est plus élevée que la moyenne, c'est l'une des plus élevées dans le monde. Est-ce qu'elle peut encore progresser ? Tout à l'heure, ceux qui vont défiler vont justement réclamer d'avoir une fin de vie en bonne santé, ce qui paraît difficile si on travaille plus longtemps. Juste 3 recommandations. Eh bien, votre espérance de vie, elle grimpe déjà de 8 années. Là encore, ce facteur obésité plus la pollution pourrait bien réduire considérablement les progrès de la médecine. Le rapport des sénateurs est sans appel. Sous nos pieds dort une quantité effrayante de produits toxiques. On voit bien tout ce qui est fait aujourd'hui pour lutter contre le coronavirus. Autant, malheureusement, on a l'impression que tous ces morts qui sont causés par la pollution, ils le sont sans que rien ne soit fait. Les infections sexuellement transmissibles augmentent de façon exponentielle. Les trithérapies, les nouveaux médicaments contre le VIH ont rassuré beaucoup de monde, d'où l'abandon des préservatifs et la reprise des comportements à risque. Les mesures prises pour lutter contre le tabac semblent porter leurs fruits. Augmentation progressive du prix jusqu'à 10 € en 2020. Remboursement des substituts nicotiniques, mois sans tabac. Les zones rurales sont particulièrement touchées. Regardez cette carte. Plus d'une vingtaine de départements ont vu leur nombre de médecins en exercice diminuer depuis 10 ans. Bobby, tu t'es présenté aux urgences pour une douleur abdominale. Et 28 heures plus tard, tu es mort sur ton brancard. Les urgences en souffrance et le personnel qui tire la sonnette d'alarme. Moi, on me dit embaucher, mais il n'y a personne à embaucher aujourd'hui sur le marché du travail. Je travaille en pneumologie, c'est chaque année la même chose, on manque de lits. On ne sait plus où mettre les gens, mais c'est pas possible. Beaucoup basculent dans la psychiatrie à proprement parler, c'est-à-dire dans la maladie psychiatrique. On n'est pas un peu triste ou déprimé ou anxieux, on est dans la maladie dépressive. Et ça, c'est 20% de la population à l'heure actuelle. En 2050, un habitant sur 3 sera âgé de 60 ans ou plus, contre 1 sur 5 en 2005. Christine Dorimon va bientôt avoir 83 ans. Malade d'Alzheimer, elle vient tous les matins à l'accueil de jour de notre foyer. Ici, comme dans le reste de l'établissement, c'est la douceur et la complicité. Elle est quand même plus ou moins par rapport à son âge devenu enfant. C'est pas toujours facile de gérer sa mère et le fait de partager mon quotidien avec notre foyer, moi en tout cas, ça me soulage. À l'intérieur des terres à Saint-Jean-Pied-de-Port, le centre de vaccination contre la Covid est aménagé dans la salle de danse communale. 48 personnes y sont vaccinées chaque après-midi. Et chaque jour, 2 agents se relaient pour aller récupérer les doses à l'hôpital de Bayonne, une logistique qui a un coût important pour une commune rurale.
L'activité physique renforce notre système immunitaire grâce à des cellules qui réparent les os. Les chercheurs américains qui ont réalisé cette étude se demandent si ce mécanisme peut aider à combattre d'autres bactéries, voire des virus, et même s'il pourrait stimuler les réponses de notre organisme à l'injection de vaccins. Et ça, c'est vraiment d'actualité. Bonjour, alors on vient de l'évoquer dans le zapping. Vous avez vu que la persistance de la pandémie, la persistance du Covid et surtout des mesures de restriction, le couvre-feu, le confinement, ont affecté le moral des Français et dans une certaine proportion, on va le voir peut-être, de leur santé mentale. Des récentes enquêtes de Santé publique France montrent que 34% des personnes interrogées, peut-être vous, présentent un état anxieux ou dépressif, contre 26% seulement au moment du premier confinement, il y a un an. Et la crise sanitaire, on le voit bien, pèse davantage sur les jeunes qui ressentent peut-être plus que d'autres l'isolement, une forme de sentiment d'abandon et une détresse financière. Dans le même temps, les services de psychiatrie sont en grande difficulté, mais ça depuis évidemment des années. Et en 2019, une lettre co-signée par une centaine de professionnels et adressée à la ministre de la Santé de l'époque, alertait déjà, donc bien avant la crise sanitaire, sur la prise en charge insuffisante des patients en psychiatrie. Alors, un des signataires de cette lettre est avec nous. Il s'appelle Antoine Pellissolo. Il est à la fois chef de service de psychiatrie au CHU de Mondor, CHU Henri Mondor. Il est premier adjoint de cette ville, Créteil, dans le Val-de-Marne. Et puis, il est depuis quelques mois maintenant secrétaire national du Parti socialiste en charge de la réforme du système médical et hospitalier. Donc, on a à la fois un responsable politique, mais aussi quelqu'un qui est très engagé dans le système hospitalier. Alors, Antoine, commençons peut-être d'ailleurs par l'actualité, parce qu'on vient de voir dans ce zapping, on entend depuis le début de la crise que la crise sanitaire met à mal le moral des Français. Est-ce qu'elle met aussi à mal, finalement, leur état psychiatrique ? Oui, alors tout ça est assez en continuité, c'est-à-dire que les Français vont mal. On a tous ras-le-bol de la situation, on s'inquiète tous, mais ça, c'est de la souffrance plus ou moins forte, mais il y a une continuité avec la maladie psychique, qui est la dépression grave, les troubles anxieux graves, les risques de suicide. Et effectivement, en ce moment, on voit tout augmenter, tout s'aggraver. La souffrance psychique générale, et puis le taux des troubles mentaux sévères qui posent des questions vraiment de prise en charge, parce que dans ces pathologies, il faut des prises en charge comme pour d'autres maladies en médecine. Or, on l'a dit, les professionnels de santé en santé mentale ont déjà alerté depuis longtemps le pays sur les insuffisances de moyens de la psychiatrie. Et donc, ça se traduit par un défaut d'accès aux soins pour les patients qui doivent consulter, par des retards d'accès aux soins, et donc des situations qui s'aggravent. Un collègue avait cité avait titré dans une tribune en juillet dernier, la situation de la psychiatrie était grave, elle est devenue catastrophique. C'est un peu le vécu qu'ont beaucoup de soignants et de patients qui sont donc dans une difficulté d'accès aux soins et aussi dans une difficulté à progresser dans les soins. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à proposer à la fois de rendez-vous suffisamment nombreux et puis notamment lorsqu'il faut hospitaliser, on pourra en reparler, on a aussi de grosses difficultés. Du coup, la crise du Covid a mis en avant les problématiques de santé mentale qui sont désormais beaucoup plus médiatisées. Et pourquoi vouloir en faire la grande cause du quinquennat ? Et est-ce que finalement, c'est parce que le gouvernement actuel a failli ? Alors c'est effectivement notre souhait de faire de la santé mentale pour la première fois, parce que ça serait vraiment une grande innovation, une cause présidentielle, une cause de quinquennat. Pourquoi ? Alors d'abord parce que le problème est très vaste. Je l'ai déjà dit, je peux en dire un mot. Et puis par ailleurs, parce que l'offre de soins actuelle et les mesures proposées
notamment par le gouvernement actuel, sont loin d'être suffisantes. L'ordre de grandeur du problème, c'est des millions de personnes qui ont besoin de soins. Les plus sévères, les pathologies les plus sévères, c'est les troubles psychotiques, c'est plus de 2 millions de personnes, si on compte la schizophrénie, les troubles bipolaires sévères, etc. Et puis après, il y a toutes les autres pathologies dont j'ai parlé, la dépression, les troubles anxieux, on arrive à près de 10 millions de personnes, selon le niveau de seuil qu'on fixe. Il faut compter aussi leurs proches dans ces cas-là, parce que ça impacte en général les familles autour. La santé mentale, c'est pas juste la santé d'une personne, c'est la santé aussi du pays. Parce que quand le pays va mal, tous les aspects sociaux, évidemment, se décompensent. Donc il y a un besoin majeur, et cela dans toutes les tranches d'âge, dans toutes les tranches sociales. Les tranches d'âge, ça va de la naissance quasiment, avec les problèmes de périnatalité, sur lesquels on travaille maintenant plus, jusqu'au sujet âgé, en passant par la santé scolaire, la santé universitaire, la santé mentale au travail, le burn-out par exemple, qui fait partie des souffrances psychiques. Donc le problème est très vaste et doit concerner l'ensemble de la nation. Et puis à côté de ça, je le disais, le système est défaillant. Pas assez de moyens, donc c'est des moyens humains surtout, hein, les soins en psychiatrie, aussi des moyens matériels. Et je dirais les propositions qui ont été faites jusqu'à présent, et il y a une feuille de route qui est actuellement déployée, qui va dans le bon sens sur le plan du contenu, mais qui est très largement insuffisante en termes de moyens, notamment financiers, parce qu'il faut parler d'argent, qui sont proposés. La proposition que nous faisons dans le cadre d'un projet quinquennal, c'est d'augmenter de 10% le budget de la psychiatrie, pour arriver juste à rattraper en fait les retards qui ont été accumulés au fil des années. Et donc ça veut dire plus de soignants pour répondre aux besoins des personnes en souffrance. Alors tu l'as dit, et on montre le document qui sera disponible dès maintenant. C'est le projet donc, dont on parlera pendant toute la séquence, pour une politique globale de santé au service d'une société du soin, et effectivement que la psychiatrie soit la grande cause du prochain quinquennat est une des propositions phares de ce document. Mais on vient de dire qu'il y a une progression du nombre de malades, ou en tout cas du nombre de personnes qui ont besoin d'avoir recours à des services psychiatriques. On est en même temps dans un contexte de démographie médicale négative. Est-ce que c'est pas encore plus grave pour les psychiatres? C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des médecins, est-ce qu'on a encore plus de mal à trouver des psychiatres? Alors en partie, on a en ce moment un nombre assez élevé de psychiatres. Il y a beaucoup de postes vacants dans les hôpitaux et ils sont très mal répartis, les psychiatres présents. Et puis par ailleurs, ils ont une pyramide des âges, comme on dit, qui se rapproche de la retraite, et donc beaucoup de psychiatres vont partir à la retraite. Donc le problème de la démographie va s'aggraver vraiment dans les prochaines années, comme pour les autres spécialités, mais en grande partie aussi pour les psychiatres. Alors face à ça, il y a deux solutions. D'une part, quand même, améliorer les conditions de travail à l'hôpital. Ça, on y reviendra sur les autres sujets, mais c'est quand même majeur pour rester attractif pour les psychiatres qui veulent travailler à l'hôpital. Ça veut dire aussi des revalorisations en partie. Et puis, trouver des aides avec d'autres professionnels. Et il y a deux professionnels, enfin deux métiers importants dans les soins psychiques qu'on pourrait revaloriser aussi. Ce sont les infirmiers. On travaille beaucoup avec les infirmiers en psychiatrie. Il y a eu depuis une trentaine d'années la disparition d'un diplôme spécifique en psychiatrie qui était justifié à l'époque, mais qui a fait beaucoup de mal au secteur. Je pense qu'il faut recréer un diplôme de spécialisation en psychiatrie sur la base d'une formation d'infirmier général pour augmenter les capacités de prise en charge et rendre les postes plus attractifs, comme c'est le cas par exemple pour les infirmiers en anesthésie ou en bloc opératoire, donc un peu l'équivalent. La deuxième profession, ce sont les psychologues. Et il y a beaucoup de psychologues en France, et c'est bien, on en forme beaucoup. C'est un métier attractif, notamment pour les jeunes. Et simplement, malheureusement, les soins, et notamment les psychothérapies, qui sont les soins les plus importants dans beaucoup de pathologies, ne sont pas accessibles au plus grand nombre en libéral, parce que les consultations de psychologues ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Alors ça, maintenant, tout le monde le dit un petit peu, tout le monde en parle. Le gouvernement ne l'a pas fait, et je pense que... Alors, ils en parlent, mais je pense qu'il faut le faire maintenant, et c'est ça que nous souhaitons faire. On aura d'ailleurs tout à l'heure, en fin de séquence, un sondage qu'on a posé dans la semaine sur cette question de la prise en charge financière. Tout à fait. Donc moyens, démographie, diplôme, est-ce qu'il y a d'autres solutions à mettre en œuvre pour désengorger les services de psychiatrie dont vous dites qu'ils sont engorgés? Et à l'inverse, pourquoi on rencontre tous et tous dans les rues de nos villes tant de gens qui cumulent en fait les problèmes sociaux et puis des problèmes psy aussi, souvent des SDF,
et pourquoi ces personnes ne sont pas traitées en priorité? Alors, des grosses des questions importantes. La première question, c'est la saturation des services de psychiatrie. Effectivement, c'est assez répandu partout. Non seulement on est saturé, mais on pratique de la suroccupation dans le service de psychiatrie. Moi, je connais pas de spécialité où quand on a besoin d'accueillir un patient supplémentaire, on est obligé de rajouter des lits dans des chambres. La plupart des services sont obligés de le faire, ce qui crée des conditions de soins pas du tout adéquates. Alors, ça vient du fait en grande partie qu'on a fermé beaucoup de lits en psychiatrie au fil des années. Au cours des 30 dernières années, on a fermé à peu près la moitié des lits de psychiatrie pour des bonnes raisons, pour développer le soin ambulatoire et aussi parce que l'hôpital n'est pas un lieu de vie à long terme. Simplement, on n'a pas redéployé les moyens qui ont été économisés par ce biais-là vers les soins ambulatoires, donc les consultations, les hôpitaux de jour, les équipes mobiles, qui manquent vraiment encore aujourd'hui. Ce qui fait que des patients sont obligés d'être accueillis dans des services dans des mauvaises conditions. Et par ailleurs, on n'a pas non plus créé les places d'hébergement adaptées, les places d'hébergement dans des foyers ou dans des maisons d'accueil spécialisées, dont beaucoup de patients ont besoin parce qu'ils ont besoin de temps pour se remettre de leurs troubles, pour atteindre un rétablissement de leur fonctionnement. Et donc, avant de trouver une place dans un établissement, et il en manque beaucoup, on est obligé de prolonger des hospitalisations. Et environ la plupart de nos services ont 30% des lits occupés par des personnes qui sont là depuis plus de 6 mois, qui restent parfois des années. Et on est parfois obligé de les orienter à l'étranger, ça existe encore notamment en Belgique, parce qu'on manque de place en foyer. Donc ce que nous proposons, c'est un des éléments aussi du projet, c'est de développer, de créer des places dans des structures médico-sociales adaptées aux troubles psychiques. Et ce qu'on a estimé, c'est le besoin de 20 000 places d'hébergement en foyers médico-sociaux. La question de la précarité, effectivement, est centrale. C'est-à-dire que ça joue dans les deux sens. Les maladies psychiques provoquent de la précarité, malheureusement, parce qu'elles isolent, elles empêchent de s'insérer dans la vie et de travailler. Et à l'inverse, se retrouver à la rue, c'est aussi un facteur de dégradation, évidemment, psychique. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est assez visible, notamment avec les confinements, parce que ceux qui restent dehors, c'est souvent évidemment les plus fragiles. Alors ce ne sont pas que des personnes qui n'ont pas accès aux soins. Il y a aussi des problématiques liées à la pathologie qui fait qu'on a besoin d'aller vers elles à tout prix pour les inciter aux soins, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire. Et donc c'est un vrai problème, je dirais républicain, parce que c'est un problème politique d'offrir une aide aux plus fragiles. Dans ce cas-là, on cumule les fragilités psychiques et sociales. Est-ce que tu as regardé en thérapie? Et oui. Oui. Je ne te demande pas ce qu'on a pensé, mais est-ce que tu penses que ça fait, est-ce qu'il y a un phénomène, parce que 18 millions, c'est à peu près le nombre de gens qui sont en train de nous écouter en ce moment, mais ces 18 millions de téléspectateurs pour en thérapie, ça signifie quelque chose pour toi qui es psychiatre? Et oui, je pense que c'est le signe à la fois que la psychologie intéresse, et ça c'est pas une découverte. Autant la psychiatrie fait peur, autant la psychologie a toujours fasciné. Je vous disais, on a beaucoup de candidats dans les études de psychologie, les bouquins de développement personnel marchent très bien, les émissions aussi. Donc la psychologie intéresse. Par ailleurs, la série est plutôt bien faite, enfin même très bien faite au niveau de la réalisation et du contenu. Et peut-être qu'en ce moment, le fait de se poser un peu sur une réflexion un peu, je dirais, d'introspection ou de réflexion sur sa propre vie, bon, je pense, résonne pas mal avec le contexte que nous traversons. Merci Antoine. On a reçu un message sur Instagram de Simon. Tout à fait. J'ai déjà dû renoncer à des soins psychologiques car ils étaient mal remboursés et du coup, on peut enchaîner sur notre sondage. Pensez-vous que les séances chez les psychologues doivent être remboursées? Oui, alors 88% et non à 12%. On vous dit à tout de suite avec nos nouveaux invités.